Ce matin, on va faire aussi une très belle rencontre avec un homme que vous connaissez. Il s'agit de Patrick Pelloux qui est avec nous. Il est urgentiste, c'est un homme engagé, c'est un militant et c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il va nous parler de cette expérience d'être un survivant d'un attentat. Patrick Pelloux est avec nous ce matin sur le plateau de Thé au Café. Bonjour Patrick. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes élégant. Vous êtes magnifique. Je vous embrasse. Quel beau samedi matin. N'est-ce pas? Voilà. Ça commence très très bien. Votre place est ici, dans ce Formidable. magnifique décor. Très bien. C'est vrai que nous allons parler d'actualité. Ouais. En début de semaine, il y a eu un attentat à Saint-Pétersbourg, un attentat qui a touché vraiment le cœur de la ville, le cœur du métro, avec des victimes, des morts, mais aussi des blessés. Ce n'est pas sans rappeler évidemment ce que vous avez vécu. C'était le 7 janvier 2015. Et on va évoquer justement comment on peut se reconstruire après un tel traumatisme. L'instinct de vie, c'est votre livre. Vous savez, souvent, lorsque l'on se rencontre, on dit « Alors, ça va toi ?» Ouais. Ça, c'est une question que vous ne voulez plus entendre. Ouais. Pendant un temps, après, de toute façon, c'est tellement une habitude de langage que voilà. Mais au départ, c'était très difficile. Je ne savais pas quoi répondre. Donc j'avais trouvé un subterfuge. Je répondais je tiens. Et je crois la plus belle question qu'on m'avait posée, en fait, qui avait changé, c'était un jour un ami qui m'avait dit. Alors, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? C'est peut-être plus approprié que le ça va, en fait. Comment vous qualifiez la vie aujourd'hui, 2 ans plus tard? Belle. C'est bien de dire ça, parce que, en fait, on a tendance, surtout en cette période électorale, à dire que du mal du pays. Mais en fait, on se déprécie nous-mêmes. Or, on a un pays magnifique, avec un peuple vaillant et courageux, et ça doit rendre optimiste. Votre mère, qui était-elle? Elle était merveilleuse, elle s'est en allée au mois de temps. juillet, elle s'est en allée au mois de juillet, mais elle s'est en allée comme elle voulait. Elle nous avait demandé de ne jamais être institutionnalisée, qu'il n'y ait pas d'acharnement de fin de vie. Vous l'avez aidée à partir? On l'a aidée à partir en ne faisant pas grand-chose et en la maintenant au plus près de ses enfants. Et elle souhaitait après être inhumée au cimetière de Saint-Jean-de-Luz, ce qu'on a fait, parce que ceci explique cela, j'ai la moitié de mon sang qui est basque, évidemment. Est-ce qu'elle était consciente de l'abîme que vous avez connu, vous? Non, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc elle ne se rendait pas compte. Et c'était bien qu'elle ne se rende pas compte, d'ailleurs. C'était bien. Votre père était kinésithérapeute. Exactement. Ouais. Vous étiez le dernier d'une famille de 4 enfants. C'est un rôle à part? On est plus protégé? C'était l'époque de la fameuse méthode Ogino, hein, qui a permis de faire le baby. Donc vous n'avez pas été désiré, c'est ça que vous Bah, voulez dire? non, c'était pas qu'on n'était pas désiré, c'était comme ça. C'est une époque dont il faut se rappeler, hein, l'émancipation des femmes, c'est justement la contraception, c'est le droit à l'avortement, et il faut continuer à porter ça. Hein. Dans des tas de pays, il n'y a pas encore la contraception. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent et encore d'actualité. Vous savez, avec ce qui nous arrive, en fait, on n'a jamais la certitude d'être dans la pérennité des choses. On croyait jusqu'en 2015 qu'il n'y aurait plus d'atmosphère guerrière en France. Nous y sommes. On pensait que l'Europe était sur une autoroute de facilité très solide. Elle se fissure avec le Brexit. Voilà, faut jamais avoir de certitude. Faut être attentif aux choses. Patrick, votre portrait, vous êtes d'accord pour venir un petit peu en arrière? Allez. Par Julie Mareuil. Super.
Patrick Pelloux, si vous êtes l'urgentiste le plus célèbre de France, ce n'est pas seulement grâce à vos talents de médecin, votre faconde ou votre bonne gueule, c'est aussi parce que vous êtes toujours en première ligne. Il est plus temps d'attendre des rapports et des promesses. Ce qu'on demande, c'est des actes. En première ligne pour défendre l'hôpital public depuis que vous avez créé l'association des médecins urgentistes il y a 20 ans. Quand on n'a plus assez de lits pour coucher des personnes de 90 ans, c'est ça le scandale. Vous dénoncez le manque de mains, de moyens et d'organisation. Comme vous pouvez entendre, c'est plus près du hall de gare que de la salle de soins. En première ligne encore, lors de l'été 2003, le lanceur d'alerte de la canicule, c'est vous. Qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé? Ils se moquent de qui? Alors comme toute personne qui l'ouvre, le Pelloux agace. On appelle ça souvent la chasse au pelou. Révolté généreux pour les uns, trop médiatisé, trop grande gueule pour les autres, en 2008, vous êtes renvoyé des urgences et muté au SAMU. C'est le SAMU de Paris à l'appareil. À la régulation ou sur le terrain, on vous retrouve en première ligne pour sauver des vies. Et pour faire la fête, jamais le dernier. L'effet papillon. Et puis, il y a eu le 7 janvier 2015 et la tuerie de Charlie Hebdo. Vous, le médecin urgentiste, chroniqueur du journal et ami, arrivé le premier sur les lieux, au-delà de l'horreur, c'est la sidération. On est, à l'heure actuelle, tous sidérés. Mais on est debout. Au lendemain des attentats, vous devenez l'un des porte-voix de Charlie Hebdo, en tête du cortège et encore une fois en première ligne dans les médias. On aimerait se mettre dans notre coin, qu'on nous laisse tranquille, mais on peut pas. En première ligne par devoir donc, pour continuer à défendre la liberté d'expression et la laïcité, ne jamais modérer son insolence, c'est aussi ça le docteur Pelloux. Comme dit Julie, est-ce que c'est pas épuisant d'être toujours en première ligne comme vous le faites? J'en sais rien. Voilà, vous le faites quoi? À l'instinct? À l'instinct, et puis voilà. Mais j'ai fait... ça fait 1 an que je m'étais mis un peu de côté, que je m'étais mis, comme je dis, dans mon coin, parce que j'en avais besoin. C'est pas un but en soi de passer dans les médias, ou c'est pas un but. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre prenne la relève? Ah, au sein de la MUF, ouais. Ouais. On cherche. C'est votre syndicat? C'est du syndicat, ouais. Patrick, est-ce que la prise en charge des victimes d'attentats a évolué depuis mais complètement. Les attentats? Et ça, c'est merveilleux, vous voyez, parce que ça prouve qu'on a un système qui sait s'adapter, qui sait évoluer considérablement. C'est-à-dire que quand il y a eu les attentats, on s'est tous retrouvés face à des blessures par arme de guerre, où on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, on ne savait pas. Et ben, en l'espace de 6 mois, on a reformé tout le monde. On a reformé tous les SAMU, tous les sapeurs-pompiers. Notamment les sapeurs-pompiers de Paris ont créé des colonnes d'extraction pour aller très très vite chercher les victimes. Il y a tout un travail qui a été fait. Avec bonne volonté de la part de tout le monde? Mais tout le monde est vaillant. Nous avons un système héroïque. On n'est pas des héros, mais nous avons un système de santé héroïque. Nous avons c'est ça, j'adore cette... Vous voyez, il y a le bleu des forces de sécurité, de la police, de la gendarmerie, le blanc du SAMU et des urgences et le rouge des pompiers. Ça fait le drapeau tricolore. C'est quelque chose qu'on porte. Mais est-ce qu'on aurait pu aller plus vite? Vous savez, d'ailleurs, c'est la question que vous posez dans votre... Alors voilà, avec Dessy, c'est ce que je dis dans le livre, avec Dessy, en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'avec Dessy, on change tout. Sauf que la police est obligée de sécuriser les lieux. Non, alors c'est ça, là il y a un débat, c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. On perd trop de temps, et il faut évoluer de manière à... Je suis convaincu que la police doit évoluer de manière à sécuriser les lieux d'intervention des secours, tout en opérant ces actions de sécurité. Or là, à l'heure actuelle, il y a à chaque fois, d'abord, on va pas se le cacher, il y a une véritable guerre des polices, ça a été redit dans le rapport parlementaire de Georges Fenech et de Pietrasanta. Donc il faudrait qu'ils arrêtent, parce qu'il n'y a pas de guerre de police ou de gendarmerie à avoir, parce qu'on est un et un seul, et la modernité, elle est dans la coopération des choses. Et donc je crois que dans cette coopération, les secours doivent mieux travailler avec la police. Sur le modèle notamment israélien, où d'un coup ils vont chercher les victimes et tout le monde arrive, ils sécurisent le lieu, on prend la victime, on la ramène. Et on va vers ça, on tend vers ça? J'espère. C'est un combat là encore. Hein. C'est un combat parce que les mentalités, oulala. La préfecture, la préfecture de police de Paris, c'est pas facile. Hein. Comme la PHP, je l'accorde. Quelle mesure, Patrick, vous attendez, vous, d'un nouveau président?
Qu'est-ce que j'attends? J'attends Quelque chose de très précis. de très précis, et alors donc de très vaste, de très précis, c'est l'humanisation de notre société. Nous avons une société qui est beaucoup trop violente. Ça se voit au quotidien. Vous faites des enfants, c'est difficile de trouver une crèche. Vous avez des personnes âgées à maintenir à domicile, c'est difficile. Et je pense qu'il y a un... D'ailleurs, je ne l'entends pas du tout. Je ne m'intéresse pas à la campagne électorale, là, mais je ne l'entends pas du tout. Les rares fois où je vois les débats, etc., je ne l'entends pas. Cette humanisation de la société. Et c'est ça qui nous pèse. C'est pour ça que probablement c'est très violent. Vous avez qu'à voir les gens quand ils conduisent, comment ils sont violents, les incivilités, la violence Mais qu'elles ce n'est pas engendrent. propre à notre pays. Non, mais vous me demandez sur notre pays. Moi, je pense que c'est là. C'est ça, l'humanisation de notre société.